En équilibre entre le sable, le ciel et la mer, le Louvre Abu Dhabi, premier musée universel du monde arabe, dresse désormais son immense dôme d'acier de plus de 180 mètres de diamètre sur l'île de Saadiyat. Projetant sous son ombre une pluie de lumière vibrante, toujours changeante, filtrée par 8000 étoiles de métal, il abrite une ville-musée de plus de 64 000 mètres carrés. La construction du Louvre Abu Dhabi a représenté dès le début un extraordinaire défi architectural. Préserver et protéger des œuvres inestimables, assurer la sécurité et le confort du public, lui offrir une expérience culturelle mais aussi sensorielle, s'adapter à un climat et à un environnement nouveau, il a fallu tout réinventer. Ce film raconte l'histoire de ce chantier qui durera 10 ans, de la conception à la construction, de la première idée jusqu'à son achèvement. J'ai toujours pensé qu'un musée devait être une partie de la ville. J'aime pas trop l'idée du musée en tant que boîte, où on pousse la porte et où on se retrouve dans un univers clos et qui serait uniquement celui de la conservation. Je pense que c'est important de créer des lieux qu'on a envie de visiter, mais surtout de revisiter. Des endroits où on se sent bien, des endroits où on a envie d'emmener les autres. Je pense qu'à partir de là, l'idée de ce quartier protégé est née. Et ce quartier, il est à la fois sur terre et sur l'eau. Je trouve qu'être à la bordure des deux, c'était quand même assez intéressant. Et de jouer donc sur ce passage. Et l'idée aussi d'un microclimat. Un microclimat parce que je connais un peu le Moyen-Orient maintenant et je sais qu'il y a des moments où c'est un peu difficile de vivre et de se promener. En même temps, il y avait l'idée d'un lieu noble et monumental. Et ce côté monumental, donc, ce côté symbolique, je l'ai recherché à travers un signe clairement arabe, clairement fédérateur ou attractif. Et pour moi, la coupole représentait assez ça. J'ai toujours eu en tête le fait que, actuellement, Abu Dhabi, comme d'autres, développent leur âge d'or et que finalement toutes les grandes villes, à partir du moment où elles ont été dans cette position de domination économique, ont essayé de constituer leur patrimoine et de témoigner de cette époque glorieuse. Dans les années 60, Abu Dhabi n'est encore qu'une modeste bourgade sur les bords du golfe Persique, abritant quelques milliers d'habitants, survivant de la crise du marché de la perle, principale activité de la région. Sans écoles, sans hôpitaux ni infrastructures, l'avenir du pays n'est guère engageant. Mais l'Émirat possède un trésor caché dans son sous-sol, près de 10% des réserves mondiales de pétrole et de gaz. Avec les besoins en pétrole toujours croissants, les Émirats arabes unis, dont Abu Dhabi est désormais la capitale, connaissent à partir des années 70 une croissance économique fulgurante. Le prix du baril s'envole, les dollars affluent. Sous l'impulsion du cheikh Zayed, fondateur en 1971 de la Fédération des Émirats arabes unis, Abu Dhabi voit son histoire s'accélérer dans des proportions jamais vues. Le chiffre de la population bondit à 2,5 millions d'habitants. L'alphabétisation s'établit à 90%. En à peine 3 décennies, l'espérance de vie et l'éducation rejoignent le niveau des nations les plus avancées. À la mesure de l'extraordinaire développement de l'Émirat,
une ambition culturelle se fait alors jour, incarnant en quelque sorte un âge d'or. C'est ainsi que naît à Abu Dhabi le projet d'un vaste ensemble dédié à la culture sur la presqu'île de Saadiyat. Frank Gehry, Jean Nouvel et Norman Foster, les plus grands architectes, sont conviés pour construire 3 musées et en faire la ville culturelle du 3e millénaire. Pour concrétiser son projet, l'émirat d'Abu Dhabi se rapproche des nations européennes et notamment de la France, avec laquelle il établit de nombreux partenariats. Le partenariat stratégique a commencé en 1974 avec une première visite de Cheikh Zayed en France et ensuite Cheikh Khalifa. Et c'était une vision stratégique des Émirats, comment est-ce qu'on peut établir des partenariats privilégiés à travers le monde, la France en premier lieu. Mais ce n'était pas seulement une relation de commerce, de pétrole, de gaz, mais aussi culturelle. Donc c'est une relation stratégique qui s'est développée aujourd'hui, on a vu, à travers des projets majeurs comme la Sorbonne à Abu Dhabi, le Louvre à Abu Dhabi. You can swim not here, but we have a public beach. Ah, that one. It looks like jet ski or boat. Si on voit ce que c'était Abu Dhabi en 1968 ou 69, je pense qu'il y avait une seule école avec 60 étudiants. Et vous voyez aujourd'hui, avec la Paris-Sorbonne à Abu Dhabi, avec le New York University, avec l'INSEAD, avec toutes ces écoles, il y a quand même énormément de choses qui se sont passées en moins de 30 ans. Et donc, ce projet, le Louvre Abu Dhabi et l'idée de Saadiyat, est une sorte de progression très naturelle de ce qui s'est passé. Ce n'est pas juste un projet qui est sorti de nulle part et qui est juste pour attirer les touristes. Ça s'inscrit dans l'héritage, dans le patrimoine de cette ville. Il y a une stratégie de faire un investissement important dans la chose la plus importante. Pour chaque pays, pour tout gouvernement, c'est l'homme. Comment est-ce qu'on peut former, éduquer, investir dans l'établissement d'une société de connaissances autour de nous. Et le projet Louvre Abu Dhabi fait partie de cette stratégie, de cette vision. C'est pour la première fois qu'il y a un musée universel qui vraiment est concerné avec la présentation de la civilisation humaine. Les Émiriens sont venus me voir avec l'idée d'avoir le Louvre à Abu Dhabi, mais sans, je dirais, préciser quel serait véritablement le projet. Ils nous demandaient en quelque sorte de formuler quelque chose pour eux. Et tout de suite, j'ai senti, très imprécis, mais un véritable appétit de Louvre. C'était aussi la volonté d'un musée universel. Et rien ne concrétisait mieux, ne symbolisait mieux, en quelque sorte, ce musée universel que le Louvre. Et une des données, je dirais, de ce futur musée, c'était la constitution d'une collection du musée du Louvre à Abu Dhabi, puisque, je le rappelle, le musée du Louvre à Abu Dhabi, c'est pas une antenne du Louvre, contrairement aussi à ce que l'on a souvent dit, ou des musées français, c'est véritablement la gestation d'un grand musée national. Et ce qui fait un musée, c'est d'abord sa collection. Et sous le nom du Louvre, nous avons à la fois ce musée universel, et avec l'appui de l'ensemble des musées français, tout au moins des musées nationaux, des grands départements, il y a cette constitution d'une collection avec un comité d'acquisition qui est pour partie émirien, qui est pour partie français, qui est présidé par Cheikh Sultan, qui est la haute autorité d'Abu Dhabi, qui a la main sur ce projet. Et je me souviens très bien de cette première journée de travail, qui était une journée de travail intense. Tout d'un coup, on m'a dit à la fin de la journée, mais peut-être est-ce que vous voudriez voir le site de ce futur musée? J'ai dit bien volontiers. On a pris un hélicoptère, on était là au-dessus de la mer, on nous a dit c'est là. Et c'est vrai que tout d'un coup, vous avez cette espèce de vertige et vous comprenez beaucoup de choses, parce que vous comprenez que l'ambition, elle est formidable. Vous comprenez que les moyens qui seront réservés à la construction de ce musée sont exceptionnels. Et tout d'un coup, quelque chose qui était une espèce de doux rêve, en quelque sorte, que vous ne visionniez pas bien, devient quelque chose d'absolument extraordinaire et enthousiasmant. Le 6 mars 2007,
La signature d'un accord intergouvernemental concrétise la création du plus grand musée jamais issu d'une coopération entre deux nations. Celui-ci engage les deux pays dans un projet culturel sur 30 ans. Mais bien avant cet accord, l'émirat d'Abu Dhabi avait déjà confié à Jean Nouvel le projet de la réalisation d'un musée universel sur l'île de Saadiyat. On a fait un programme un peu générique, voilà, parce qu'il fallait qu'on s'appuie sur quelque chose, sur des mètres carrés, sur des départements. Donc on nous a donné une espèce de programme bateau et nous on s'est un petit peu inventé une histoire, sachant que dans le futur proche, quelqu'un allait arriver. C'était peut-être le Louvre, on imaginait le British Museum, l'Ermitage. Enfin, c'était à l'époque, on ne savait pas. C'est-à-dire que je ne connaissais pas le programme exact. Je savais très bien que ce projet allait bouger. Je savais très bien qu'il fallait l'adapter. Et je me suis dit, il faut que je trouve un système où je change tout, mais en fait, je ne change rien. Donc, je peux mettre 3 boîtes de plus là, 2 de moins là, un peu plus haute, un peu plus basse. Bon. Le concept reste, le concept demeure, les sensations demeurent. Et quand, effectivement, début 2007, l'accord intergouvernemental a été signé, rendu public, et voilà, le Louvre est arrivé. Donc, effectivement, il y a eu la construction du programme lui-même. D'une part, le programme architectural, donc spatial. D'autre part, le programme scientifique qui était développé par les conservateurs. Et on a complètement redessiné le projet en 2008. Et c'est très étonnant parce qu'on vous montre les deux plans. Ils sont complètement différents, mais vous les regardez, vous avez l'impression que c'est la même chose. C'est très très difficile d'imaginer dans un bâtiment qui était quand même très très achevé, hein, les dessins, moi j'avais vu les dessins de gens, ils étaient allés jusqu'au détail, alors que le concept n'était pas au point. Bon, on a pu finalement non pas adapter la collection au bâtiment, mais qu'il y ait un dialogue entre les deux. Et vraiment, on n'a pas travaillé dans un bâtiment complètement arrêté, au contraire. Donc Jean a modulé, il a gardé le principe, mais il a considérablement, et ils ont tout redessiné. Hein. C'est un projet qui a été imaginé dans la tête de Jean complètement en appartenant donc, à ce lieu, à cette culture, à cette géographie, à ce climat. Il y avait cette première idée de faire quelque chose de très horizontal, d'avoir un projet qui se posait sur l'eau, qui n'était pas le cas de notre site, donc on a un petit peu sculpté la rive pour faire entrer l'eau à l'intérieur. Donc cette idée d'île sur l'île, voilà, de Saadiyat. Et puis cette idée de ville-musée qui allait donc comme si elle était là depuis toujours, émergeant de l'eau, du sable, comme une espèce d'archéologie qui allait donc s'ancrer et appartenir complètement au lieu. Et puis, bien sûr, cette idée de créer un microclimat. Donc, la coupole, hein, le dôme, une échelle assez particulière, hein, donc 180 mètres de large, qui allait venir donc couvrir partiellement cette ville-musée. Et bien sûr, tout ça allait créer ce qu'on a appelé la pluie de lumière et cette ambiance assez incroyable. Il y avait cette volonté aussi de développer quelque chose qui était au-delà du musée lui-même, donc des salles permanentes, temporaires, etc. C'est cette promenade architecturale dans la ville, avec des œuvres qui se trouveraient aussi là. Voilà, donc on les avait posées et on avait dit, voilà, le musée, c'est plus que les salles, c'est quelque chose qui est toute cette promenade, qui amène les gens d'un lieu à l'autre, ou même jusqu'au restaurant, l'auditorium, voilà, et quelque chose qui s'étend au-delà des collections elles-mêmes. Là, c'est parti. C'est parti à un rythme soutenu. On a vu pendant très longtemps une sorte de champ de fouilles comme ça, avec des poteaux qui apparaissaient. On avait l'impression qu'on avait dégagé une ville antique. Fin août 2010, après plusieurs mois d'un chantier colossal et l'excavation de 500 000 mètres cubes de terre, les 5683 pieux des fondations finissent d'être installés. Ces fondations et leur système de piliers assureront la pérennité de l'ouvrage et son étanchéité. Tout ça, ça a été fait, ça a été remblayé sur la mer, hein, sur le chenal. Parce qu'en fait, on est à moins 8 mètres par rapport à la mer, donc il y a 8 mètres d'eau dessus, normalement. Ça permet de construire à sec. Et une fois que c'est terminé, les étanchéités sont finies et les bétons, etc. sont terminés, ben ensuite on retire ce qu'on a rajouté, ce qu'on a pris sur la mer, et c'est la mer qui revient
à son état initial. Et on commence à voir les vraies dimensions qui apparaissent et le site en train de se mettre en place, quoi. Et j'ai pu vérifier ça d'abord par rapport aux dimensions essentielles qui sont celles de l'implantation, celles des hauteurs. On voit apparaître les points d'appui de la coupole, il n'y en a que 4 qui sont distants de plus de 100 mètres. Donc on a un niveau le plus bas qui est à moins 7 mètres par rapport au niveau de la mer. Hein. Le niveau, donc moins 7 mètres, c'est le niveau de livraison, 4 heures de livraison. Ensuite, le niveau supérieur, on a les locaux techniques, tout un étage immense de locaux techniques. Au niveau un peu au-dessus, c'est là qu'on commence à avoir des locaux, des ateliers muséographiques, des ateliers de restauration, de traitement des collections lorsqu'elles arrivent, déballage, emballage, traitement, y compris s'il y a des problèmes d'infestation, des ateliers de restauration et toute une partie aussi qui concerne l'accueil des visiteurs par la place basse pour éviter les problèmes en été de forte chaleur. Les gens pourront donc, depuis leur arrivée, passer par le bas pour atteindre les galeries d'expo temporaires et leur éviter de passer par l'extérieur, puisque vous savez, l'été, en mois d'août, il peut faire 45 degrés à l'extérieur. J'aime bien la séquentialité comme ça, quand on peut la voir. Je la trouve assez pertinente par rapport au fait de traverser ça comme ça. Mais tout ce qui évoque un certain monde industriel, ou tout ce qui évoque... Il y a une dimension symbolique des matériaux acquis par l'histoire, qui fait que je n'ai pas envie de les voir comme ça. Alors, ensuite, je ne voulais pas qu'un concept comme celui-là soit nostalgique. Donc c'est très important pour moi de l'ancrer dans une modernité, donc des techniques d'aujourd'hui, avec des échelles de lecture très très différentes, avec des matériaux qui sont vraiment ceux de l'époque et qui n'auraient pas pu exister, ça fait quelques décennies. Ça veut dire que si c'est ça, dans une plaque sablée, on pourrait dire quelque chose comme ça, parce que c'est un peu l'effet qu'il y a là, si tu viens avec des choses très très brillantes comme ça, il faut qu'elles soient très très définies. Hein. La distillation de la lumière aussi devait être un objet précieux, qui soit finalement l'équivalent de ce qu'on trouve à travers les ciselures qui existent dans les coupoles avec toutes leurs éliges et toutes leurs dentelles de plâtre ou de dorure. C'est bien parce que c'est les premières sensations réelles entre la lumière et la matière qu'on voit là, mais je veux dire, le jeu est subtil. Bon, moi je crois que maintenant, la seule chose qu'on puisse dire, c'est qu'il faut passer à l'échelle supérieure. Il faut passer en réalité. We organize and we will do the choice of the different glass in the ceiling. Some glass are transparent or with orientation done in glass bricks because you have like walls because you have a multiplication of the images. You see? Il n'y a pas de solution aujourd'hui pour les grands projets d'architecture contemporaine sans la fabrication de prototypes précis qui nous permettent d'être sûrs qu'à l'échelle du bâtiment, ce qu'on a imaginé devient réalité. On a ce qu'on appelle des prototypes en français, mais des mock-ups en anglais. C'est-à-dire qu'on fait fabriquer des fragments du bâtiment qui correspondent à des points délicats ou à des points répétés. Et donc, on voit pour la première fois la transposition des dessins en matière. Mais on voit aussi, à partir de là, tout ce qui va avec. C'est-à-dire qu'on voit les inscriptions sur le bâtiment, on voit les portes d'entrée, on voit toutes les différentes parties du bâtiment aussi, différentes parties.
C'est vrai que c'était un moment absolument extraordinaire où on voit nos plans tout d'un coup prendre forme et se matérialiser sur le terrain. En même temps, on est en train de tester sur un prototype les différents détails qu'on veut mettre en place et qu'on voudrait exécuter de la manière la plus pointue possible et dans la meilleure qualité possible. Ça nous permet aussi de vérifier comment ça fonctionne avec le flux de lumière, comment ça fonctionne avec la lumière elle-même. Est-ce qu'on a suffisamment beaucoup de lumière? Est-ce qu'on a suffisamment couverte la partie qui était censée être couverte dans l'ombre, etc. Et ça nous permet aussi de tester la quantité de lumière qui est quand même assez importante. Avec cette prototype, on a aussi testé beaucoup de matériaux, la construction elle-même, ça veut dire la charpente en acier qui est quand même une œuvre assez lourde. On parle de 7800 tonnes d'acier qu'on veut construire. Et chacun des couches, c'est à peu près 27 000 mètres carrés par couche. Donc dans le site du projet, avec le soleil d'Abu Dhabi, la poussière d'Abu Dhabi, l'humidité, et donc on y teste des tas de choses, on y voit des tas de choses. Et depuis qu'on a construit ça, le projet a évolué, même sur des questions très pratiques qui sont l'accessibilité ou la maintenance. C'est une prouesse technique. Il y a eu des moments assez incroyables parce qu'ils ont commencé à construire ce dôme avec une structure temporaire. Donc ils ont construit des structures temporaires avec des échafaudages pour porter ce dôme. Et quand il a été terminé, quand cette structure a été terminée, il a fallu la poser sur ces 4 piliers. Ils ont soulevé de quelques centimètres ce dôme pour enlever toutes les structures et venir la reposer sur ces 4 points définitifs. On a tous retenu notre souffle. On était rassurés de voir qu'elle s'était posée sans aucune déflexion, ou en tout cas pas plus que celle qu'on avait imaginée. Et ça, c'était un moment assez incroyable. Et c'est après ça qu'on a ensuite reconstruit donc, les couches, enfin les étoiles. Il y en a plus de 8000 qui sont venues donc, par des grues de l'extérieur se poser une à une et former donc ces couches par-dessus et par en dessous de ce dôme-là, qui était l'ouvrage le plus complexe du musée. Le dôme est effectivement l'objet sûrement le plus délicat à fabriquer. Et ce qui est difficile à comprendre, c'est que c'est un dôme qui est perforé, qui est là pour créer une forme de microclimat, en fait. On se promène dans de l'ombre qui est perforée à 3 ou 4% par des petits trous. Mais ces petits trous, c'est pas comme une passoire, c'est pas un trou et il y a la lumière à travers. Pour que la lumière arrive, il faut qu'elle franchisse 4 filtres d'abord et 4 filtres après. Donc, à un moment, le soleil passe à travers 2 trous, puis il est bloqué par le 3e. Mais à un moment, le soleil tourne et il commence à apparaître, ce qui donne des taches de lumière qui apparaissent, qui disparaissent, qui grossissent, donc un effet cinétique visible à l'œil nu, parce qu'en fait, en 30 secondes ou 40 secondes, vous comprenez que la petite tache qui est là est en train de grossir, ou que l'autre est en train de disparaître. Le dôme du Louvre Abu Dhabi est constitué de 7850 étoiles d'acier posées sur une structure composée de 8 strates successives sur 7 mètres d'épaisseur. D'un poids total de 7500 tonnes, presque autant que la Tour Eiffel, il repose sur seulement 4 piliers cachés, distants chacun de 110 mètres, donnant l'impression que le dôme flotte au-dessus de la ville-musée.
c'est toujours une grande émotion de voir les choses se construire comme ça, de voir autant de personnes s'affairer pour que cette première idée devienne une réalité pour un certain temps. Donc ça, c'est toujours une énorme satisfaction. Et de voir aussi que en même temps, le chantier progresse, mais les détails sont là. Et donc, on peut espérer que dans la rencontre des deux, on arrive exactement à notre point d'arrivée, tel que prévu. Voilà, ça marche, qu'il se passe quelque chose. Et alors, l'autre grande étape, c'est évidemment l'intérieur de ce palais, on va dire. Et tout ce travail qu'on est en train de faire sur les espaces muséographiques, et en particulier les galeries permanentes. Alors cette salle, c'est une salle qui reprend les typologies qui sont déclinées sur l'ensemble du musée. À savoir, on a un élément de simèse pour accrocher les œuvres jusqu'à 4 mètres de hauteur avec un rail qui permet d'installer des dispositifs d'accrochage des œuvres. Au-dessus, on a une partie en plâtre acoustique qui permet de réduire la réverbération dans les salles parce qu'on a une demande aussi en termes de confort de visite. Et au-dessus, on a le fameux plafond en verre qui est une des caractéristiques de ce projet, qui est un plafond qui camoufle l'intégralité de l'éclairage ainsi que tous les dispositifs techniques. Pour ce qui est des simèses, quand on arrive au sol, ici un faux plancher technique avec une pierre. La pierre va varier en fonction du thème de la salle. Et en périphérie, on a la reprise de la ventilation. Comme ça, on a une souplesse totale qui permet de faire évoluer la muséographie sans être contraint par des bouches de ventilation ou de soufflage. Et en dessous, on a aussi le désenfumage, la détection incendie qui est reprise aussi à différents niveaux dans la salle. Avant tout, notre rôle, c'est de faire en sorte de sécuriser et de rassurer les musées prêteurs français sur le fait que, comme on est dans un des pays les plus chauds au monde, qu'on a veillé à ce que, quoi qu'il arrive, on ait de la clim, de l'éclairage à tout moment et que les collections soient conservées dans de bonnes conditions, puisque, voilà, encore une fois, la contrainte ici, c'est le climat avant tout. Il y a eu une polémique à Paris sur le fait d'héberger, de faire venir des collections dans un pays très chaud, donc il fallait que la contrepartie de notre côté, c'est que techniquement, on assure, comme on dit, et qu'on garantisse le zéro défaut. Issue d'un long et patient travail de recherche et de création, la signalétique du Louvre à Abu Dhabi s'adresse à un public pluriethnique. La population de l'Émirat étant elle-même composée d'une importante population d'expatriés venus de nombreux pays. Conforme à l'esprit du musée, cette signalétique inédite, créée par Philippe Appelois, jette un pont entre les typographies latines et arabes, répondant ainsi à la vocation d'universalité de ce musée situé entre Orient et Occident. Il y a à peu près 4500-5000 ouvriers qui se répartissent en plusieurs équipes. Donc ça tourne 24 heures sur 24, 365 jours sur 365. Tous ces ouvriers sont logés dans ce qu'on appelle un village qui est sur l'île.
Et ce qui permet aussi à TDIC, le promoteur, de contrôler la qualité du logement, puisque ce village a été construit par TDIC, dans le cadre aussi un peu spécifique qui est dans l'accord intergouvernemental. Il y a des clauses qui précisent que ce chantier doit respecter un certain nombre de normes internationales en termes de droit du travail. Et donc ces normes sont mises en place, sont auditées régulièrement par un cabinet d'audit indépendant, ce qui est une première aux Émirats. Après de longs mois de préparation minutieuse, les différents bassins peu profonds qui entourent les bâtiments sont progressivement remplis d'eau jusqu'à égaler le niveau de la mer. Une fois les digues enlevées, ce processus spectaculaire de mise en eau du site va durer près de 2 mois et permettre enfin l'intégration totale du musée dans son environnement marin. Pour l'instant, les spots ne sont pas dirigés vers les vitrines, mais si tu les diriges ceux-là, là-dessus, tu vas avoir ici un reflet. Si moi, mon métier, c'est de partir de la collection dans le but de trouver le meilleur moyen de la mettre en scène et de la montrer au public, il est évident que on s'inscrit dans une architecture et qu'une muséographie, une scénographie, pour moi, est réussie lorsqu'elle n'est pas visible, lorsqu'elle se fait absente presque. C'est-à-dire que, bien évidemment, elle part de la spécificité de la collection, mais en même temps, elle doit se glisser dans l'architecture, elle doit être en osmose avec l'architecture, elle ne doit pas être en rupture avec l'architecture. D'où ce dialogue avec les architectes, d'où cette intimité qu'on peut avoir avec ces architectes. Le fait que je pense que je sois architecte m'aide aussi dans cette relation avec eux. Et donc, je suis amené à parler d'architecture aussi bien que eux sont amenés à parler de muséographie. Et que lorsqu'on est dans une osmose intellectuelle, tout en restant tout à fait responsable dans notre propre domaine, eh bien, la magie s'opère. Voilà, ça c'est une maquette qu'on a faite pour mieux expliquer le plan muséographique et avec les différents matériaux. Donc on a essayé d'exprimer les tapis et la matière qu'on est en train de mettre sur les sols, donc la pierre au sol, et le traitement d'un certain nombre de salles qui sont des salles qu'on appelle les salles connexes, qui sont celles qu'on ne traverse pas et qui, elles, sont habillées en bronze. Et le bronze est un matériau un peu récurrent dans cette proposition puisqu'il est aussi utilisé pour certaines vitrines en alternance avec la pierre.
On voit dans les échappées de lumière ici qui sont exprimées par de la lumière artificielle, en réalité les traversées de l'extérieur. Donc chaque fois qu'on traverse une salle, on passe par un passage et ce passage nous donne à voir l'extérieur du bâtiment. Donc ça c'est un passage, un autre, etc. Et c'est comme ça qu'on se promène jusqu'à ressortir depuis l'introduction jusqu'à l'extérieur. Tu vois, ça, on l'avait mis là-bas. Mais il n'appartient pas à ce même monde. Là-bas, c'est le 18e. Alors ça dialogue bien avec ça, tu vois. Les héros, c'est la même époque. Hein. Le héros, et puis il y a des concours. Le seul truc, c'est qu'il paraît que c'est effectivement un tableau avec un verre. Ouais. Donc si c'est le cas, ça ne va pas marcher avec le truc. J'avais peur qu'il soit un peu perdu dans tout l'espace comme ça. On peut le faire. Mais quoi, si on regarde comme ça? Non. Ouais. Et puis on se met au niveau... Non, ce qu'on peut faire, c'est enlever le socle intermédiaire. Oui, si tu le mets en bas, c'est sûr que tu poses là, tu vas les voir. Hein. Ouais. Facilement. Et si tu veux aller te faire ça, tu dois pouvoir aussi. Ouais. Mais tu le verras quand même, hein. Ouais, peut-être enlever ça. Pour moi, là encore, la muséographie, si elle est au service des œuvres, il est hors de question de rompre le rythme du bâtiment en venant reconstruire à l'intérieur. Cette relation que Jean a entre intérieur et extérieur, elle se doit d'être conservée en totalité et en parfaite sérénité. Cité-musée, propice à une déambulation poétique, le Louvre Abu Dhabi expose sur plus de 8600 mètres carrés 300 œuvres sur les 600 qu'il possède désormais, ainsi que 300 œuvres prêtées par les musées français partenaires pour compléter ses collections dans l'attente de nouvelles acquisitions. Le parcours chronologique qui se répartit sur les 23 galeries d'exposition raconte l'histoire de l'humanité en 12 étapes, en dégageant des influences communes qui transcendent les différences géographiques et historiques. La collection s'attache ainsi à mettre en valeur les interactions entre les civilisations. Le dialogue créé entre les œuvres d'art, les manuscrits ou les objets des collections, de l'art préhistorique à l'art contemporain, fait prendre conscience aux visiteurs des connexions existantes entre les cultures et l'immerge dans l'histoire universelle de l'humanité. Alors que la construction du musée se termine, à Saint-Romain-en-Galles, non loin de Lyon, des équipes s'attellent à la restauration d'un pavement ottoman. Faisant partie désormais des collections du Louvre Abu Dhabi, ce pavement octogonal du XVIIIe siècle, au centre duquel se trouve une fontaine, est composé de 118 pièces. Il ornait autrefois la cour d'un grand manoir à Damas et prendra place au cœur du musée en harmonie avec la dimension palatiale voulue par Jean Nouvel. Là, on est dans une phase où le bassin central est en cours de montage. Donc les différents éléments qui sont arrivés en pièces détachées viennent d'être remontés sur des supports en nid d'abeille, ce qui permet donc d'assurer une stabilité tout en gardant une grande légèreté. Et là, ce montage est en cours et va garder le principe d'une grande réversibilité pour que l'ensemble soit entièrement démontable, avec bien sûr des assemblages qui vont permettre de stabiliser l'ensemble à terme. C'est-à-dire tout sera modulable et démontable. Dans les premières images qu'on a faites donc, en 2007, le programme de départ, c'était un musée de civilisation, d'art classique. Et nous, ne sachant pas ce qui allait être dans les galeries, dans nos images, on voit bien, on avait mis des mosaïques à l'extérieur, on avait mis des statues, etc. Et cette idée de l'art qui était en même temps intérieur et extérieur était importante, qu'on n'était pas seulement, on ne montrait pas seulement des œuvres dans les galeries, mais aussi dans la ville. Et c'est comme ça que petit à petit, on s'est orienté vers
des commandes contemporaines, donc spécifiques déjà au lieu et aux contraintes de ce lieu. Et ça, c'est quelque chose aussi que Jean Nouvel fait souvent dans ses bâtiments, c'est-à-dire cette association très en amont avec des artistes qui viennent non pas poser une œuvre dans un lieu, mais créer une œuvre qui soit en dialogue total avec l'architecture. Donc dans le cas de Jenny Holzer, ce sont vraiment des murs du musée qu'elle vient reconstruire, on va dire, ou habiller avec un matériau. Donc on a sur ces murs-là enlevé la peau du béton et elle va être remplacée par une pierre qui va être gravée avec l'œuvre de Jenny Holzer. Les murs de Jenny Holzer reproduisent des écritures cunéiformes de l'époque mésopotamienne, un texte de Ibn Khaldoun, grand penseur andalou du XIVe siècle, et un extrait des Essais de Montaigne. Ils symbolisent des références historiques et philosophiques de l'histoire des civilisations. Et ça, c'est une vraie symbiose, on va dire, entre l'art et l'architecture. Donc c'est vraiment un art qui est inscrit dans l'architecture. Pour Pennon, c'est la même chose avec sa collaboration avec Sèvres. Depuis le XVIIIe siècle, les ateliers de céramique de Sèvres ont pour mission de produire des objets d'art en porcelaine grâce à des techniques transmises de génération en génération. C'est ici que Giuseppe Pennon travaille à la réalisation des œuvres qui, selon les vœux de Jean Nouvel, seront intégrées à l'architecture du Louvre à Abu Dhabi. Un propos du musée du Louvre à Abu Dhabi, c'est celui de devenir un centre pour le monde entier. Il a une volonté vraiment globale comme intention. Et ça, c'est très beau, c'est quelque chose de très intéressant. Et c'est aussi quelque chose qui donne des idées, des envies de travail. C'est un travail qui est fait à partir de terres qui arrivent de différentes parties du monde. Et là, par exemple, on a une terre africaine, une terre allemande et une terre japonaise. Le travail est simplement de prendre dans la main la terre et de laisser une empreinte. Et cet objet-là, qui est rien du tout, c'est une chose complètement anonyme, ils seront réunis tous sur une structure qui vont créer une espèce de grille de mouchrabier à l'intérieur, à travers lequel on peut voir une œuvre qui sera faite avec les terres des Émirats. Ça, c'est une première pièce. Il y a une deuxième pièce qui est en face de cette pièce, qui est un mur en porcelaine sur lequel il y a un dessin. Le dessin est une empreinte digitale. Je relie entre elles les lignes de l'empreinte digitale jusqu'à créer un cercle. Et ce cercle a été continué sur l'espace du mur. Alors ça, c'est les deux pièces qui sont dans les vitrines. Et entre les deux, il y aura un arbre en bronze et l'arbre où il y a les bifurcations des branches. Ils sont encastrés de lames d'acier inox qui sont miroirs, comme des triangles. On les aura éparpillés dans l'espace entier. C'est une œuvre qui va, je crois, dialoguer très bien avec le travail de Jean Nouvel et avec l'appui de lumière qu'il y aura du dôme.
C'est vrai qu'il y a 1000 projets dans ce projet parce que là, par exemple, on rentre de Milan où on vient de faire valider tous les prototypes de la ligne de mobilier. On a dessiné, donc Jean a dessiné une ligne de mobilier spécifique Louvre Abu Dhabi. Donc c'est toutes les banquettes, par exemple, qu'il va y avoir dans les espaces publics. C'est une ligne de fauteuils et de tables qui va être dans les espaces de salon, VIP, etc. Donc effectivement, il y a ce travail-là. Mais il y a aussi, par exemple, l'auditorium, pareil. Il y a un siège qui a été dessiné spécifiquement pour l'auditorium. Et ça, c'est une chance pour nous d'avoir pu faire ce qu'on appelle un total design. C'est-à-dire qu'on ne fait pas seulement, on dessine pas seulement une enveloppe, mais l'intérieur jusqu'à l'aménagement, jusqu'au mobilier. Ce qui est incroyable, c'est de se dire qu'en 10 ans, on a construit un bâtiment qui est magnifique, qui est une prouesse technique, entouré par l'eau de tous les côtés, avec ce dôme magnifique. On raconte une histoire qui est exigeante d'un point de vue d'histoire de l'art et qui, en fait, est aussi universelle dans son accessibilité. Le fait d'avoir choisi comme ça ce discours chronologico-thématique, ça nous permet d'emmener tout le monde. Mon rêve, c'est d'inscrire le Louvre Abu Dhabi dans la durée. Donc il faut que ce musée soit un musée où les Émiriens viennent et reviennent. Il faut que les résidents viennent et reviennent. Il faut qu'on travaille intensément avec les écoles. Il faut qu'on arrive par justement tous ces programmes, par toute cette nouveauté, à faire que ce soit un lieu où on ne vient pas qu'une fois dans un rituel initiatique de passage obligé. Il faut que ce soit un lieu de plaisir et un lieu dans lequel on revient. John Novell is a genius, and his genius will only grow. What he's accomplished in the world is nothing less than fantastic. I mean, I honestly think, and I'm biased here, that the Louvre Abu Dhabi is his greatest work. And for me, as an Emirati, what I appreciate about the Louvre Abu Dhabi is how John Novell understood the culture and understood the topography of the UAE in his design. As an Emirati, when I enter the Louvre Abu Dhabi, I do see a part of our past. So I see it. I see our oases, I see our day trees. I also see the connection between land and sea. So he has done an unbelievable job in understanding the people here and then coming up with this design that will be timeless. Je suis un architecte contextuel, mais le contexte, pour moi, c'est pas uniquement le site. C'est vraiment, avant tout, un contexte historique beaucoup plus large, un contexte culturel. Et le rôle de l'architecte, c'est de rappeler qu'il construise quelque part. Autrement dit, que le terrain n'est pas libre, que c'est pas une chose complètement nue. C'est pas vrai que c'est vide. Il y a beaucoup de charges historiques et géographiques et beaucoup de charges, une énorme mémoire de ces pays liés au désert, à la mer, et liés à leur religion et à leur culture générale. Et effectivement, construire dans les pays arabes sont très différents d'abord. Mais à chaque fois, c'est essayer de continuer une histoire et d'intervenir dans cette histoire. Je crois qu'un bâtiment a toujours des liens, a toujours des racines. Donc c'est pas uniquement une question d'intégration au site, comme on dirait, comme selon ce qu'on nous apprend à l'école. C'est une intégration dans une profondeur historique. C'est un témoignage à un moment donné d'une influence culturelle qui vient changer la donne.
La culture est toujours un lien entre les différentes civilisations. C'est peut-être la première façon de pouvoir se comprendre. Ce sont par des expressions qui témoignent d'une sensibilité, qui sont souvent des expressions d'une certaine abstraction. C'est vrai avec les arts plastiques, c'est vrai avec la musique, c'est vrai avec l'architecture. Donc je crois que tout ça crée du lien, effectivement, et permettra de faire évoluer le monde.